Donc, merci de votre participation à ce direct du droit dédié à la création d'entreprise. Je me présente, je suis Myriam Nicasse, je suis en charge de la communication pour Inextinso Création Reprise et les services juridiques du groupe. Dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement le groupe Inextinso pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Ensuite, les intervenants se présenteront et nous aborderons les questions que vous avez posées lors de votre inscription. Donc, Inextinso, c'est le leader de l'expertise comptable et du conseil en France au TPE et PME. Qui dit leader dit 160 000 clients, 7 300 collaborateurs répartis dans 280 agences à travers la France pour un chiffre d'affaires d'un peu plus d'un demi-milliard d'euros. Inextinso, c'est un accompagnement à 360 degrés du chef d'entreprise, de la création de son entreprise à sa transmission, en passant par l'externalisation de la fonction finance, le conseil en fusion-acquisition. Nous intervenons également auprès des acteurs privés et publics de l'hôtellerie et du tourisme. Nous accompagnons les dirigeants d'entreprise dans l'optimisation de leur stratégie patrimoniale avec Inextinso Patrimoine. En 2015, Inextinso a souhaité renforcer ses équipes juridiques par la création d'un réseau de cabinets d'avocats d'affaires pluridisciplinaires, Inextinso Avocats. Ce qui m'amène à vous parler des équipes juridiques, donc qui sont constituées de 500 collaborateurs professionnels du droit, répartis dans 80 agences à travers la France. Nous avons 8 cabinets d'avocats dirigés par 17 associés. Nous accompagnons les PME, TPE, les dirigeants d'entreprise évidemment, les collectivités locales, les professions libérales, les fonds d'investissement et les associations, dans divers domaines de droit tels que le droit des sociétés, le droit des affaires, le droit fiscal, le droit social, mais également dans des domaines de droit un peu plus spécifiques comme le droit international, le droit de la propriété intellectuelle, la cybersécurité, le RGPD, l'IA, tout ce qui tourne autour de l'IA. Le droit du tourisme et de l'hôtellerie, la famille patrimoniale, préjudice corporel, les entreprises en difficulté, le droit immobilier, la construction. Nous intervenons, je vais y arriver, en conseil et contentieux. Je vais maintenant laisser la parole à Silver Brosse qui va se présenter et présenter Inextinso Création Reprise. C'est à toi, Silver. Enchanté, bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Silver. Donc pour cette réunion, donc moi je vais être le représentant de la communauté Création Reprise. Donc on est une équipe d'une centaine de personnes où on intervient sur toute la France. Et notre métier, c'est de faire en sorte que les créateurs et les repreneurs d'entreprises que l'on accompagne aient le maximum de chances et de pérenniser leur entreprise. Et donc pour ça, on les accompagne sur les différentes étapes qu'on va pouvoir revoir ensemble ce matin, qui vont de l'idée jusqu'à l'immatriculation de la structure. Bonjour, je m'appelle Victor Joulin. Donc, je travaille également chez Inextinso en tant que manager juridique sur notre région Ouest-Atlantique, donc en Loire-Atlantique précisément. Et donc, j'accompagne comme Silver des porteurs de projets créateurs ou repreneurs d'entreprise et de plus en plus de repreneurs d'entreprise sur on va dire, la stratégie juridique fiscale qui va être liée à leur projet entrepreneurial. Donc, on va tâcher de répondre à vos questions en lien avec la création d'entreprise. Exactement. Eh bien, première question. Quel avenir pour les entrepreneurs en France dans ce contexte économique, cher Silver? Donc là, c'est une première question effectivement qui est très vaste. Vous le savez, hein, le contexte économique, politique est hyper mouvant, hyper complexe aujourd'hui. Pour autant, on voit que créer son entreprise, s'installer comme indépendant, c'est vraiment un phénomène de fond qui touche aussi les plus jeunes. On a beaucoup de personnes en fait en sortie d'études qui s'installent, mais également les plus âgés. Donc malgré ce contexte, sur l'année écoulée, hein, sur 2024, c'est 1 100 000 entreprises qui ont été créées. Il y a eu un gros boom hein, ces dernières années qui est notamment porté par la micro-entreprise. Et on verra lors de ce webinaire ce qu'est la micro-entreprise. Donc ça représente à peu près les 2/3 des créations. Mais on voit effectivement que c'est une tendance de fond structurelle et avec deux éléments effectivement qui sont de plus en plus prégnants dans les mois passés, qui sont la transmission d'entreprise, la reprise d'entreprise. On en constate de plus en plus.
Et puis également des sujets de franchise qui sont des réseaux effectivement qui sont très développés en France et qui se développent bien malgré ce contexte un peu particulier. Parfait. Question numéro 2. Face aux enjeux actuels, quelles sont les aides disponibles pour soutenir les porteurs de projets, Silver? Donc ça, en fait, les pouvoirs publics ont pleinement pris en compte ce sujet de la création et reprise d'entreprise depuis de nombreuses années. Les aides et le budget de l'État vis-à-vis de ça est non neutre. La principale aide aujourd'hui que l'on a pour les créateurs repreneurs, c'est les aides de France Travail, effectivement, pour les personnes qui ont pu cumuler suffisamment de droits France Travail. Eh bien, ils peuvent en bénéficier soit les premiers mois d'activité ou soit en demandant l'aide en capital. C'est des dispositifs qui n'existent pas forcément dans d'autres pays du monde ou autres. Donc ça, c'est quand même un facteur important, même si effectivement ces derniers mois, les montants ont plutôt été plutôt à la baisse qu'à la hausse. Ensuite, en termes d'aide, en fait, il en existe de très nombreuses. Il y a des aides qui sont liées au territoire sur lequel on va entreprendre, des territoires qui peuvent être plus en difficulté, où on va avoir des aides spécifiques. On peut avoir des aides sectorielles, parce qu'on intervient dans un domaine spécifique, où on porte un projet innovant, et donc là, on va avoir des appuis spécifiques. Et puis ensuite, on a des aides qui sont plutôt de l'ordre fiscal. Lorsque, par exemple, on va recruter ses premiers salariés, on va avoir des cotisations moindres, ou pour ces cotisations même en tant que tel, en tant que dirigeant. Donc effectivement, il existe vraiment beaucoup de choses. Il faut regarder, il y a des portails qui sont très bien faits pour les identifier. Après, moi, toujours le message aussi que je veux garder en tête par rapport à ça, c'est que j'ai envie de dire, c'est que ça doit être le plus, ça doit être la chose qui doit permettre d'accélérer, mais j'ai envie de dire que les fondamentaux, malgré ça, il faut que l'entreprise puisse être pérenne, même si on n'a pas ces différentes aides. Troisième question. Quelles sont les nouveautés concernant les entreprises individuelles dans la nouvelle loi de finances? Et qu'en est-il de l'application de la loi sur la facture électronique pour les TPE en 2027? Peut-être Victor pour la première question. Bien sûr. Alors, nouveauté, il n'y en a pas eu finalement. Il y a eu des modifications sur les entreprises individuelles, mais ça datait de la loi de finances 2022, où il y avait une possibilité pour les entreprises individuelles d'opter à l'impôt société, ce qui est quand même une révolution en soi. Et puis, plus généralement, une protection du patrimoine de l'entrepreneur avec une sectorisation du patrimoine professionnel qui peut être mis en jeu par les créanciers et le patrimoine personnel, typiquement la résidence principale, qui est protégé. Ça, c'était deux réformes importantes concernant les entreprises individuelles, mais en 2022, pas très récemment. Et peut-être que la question sous-jacente était des enjeux en termes de seuil de TVA qui s'appliquaient, qui ont été discutés autour des micro-entreprises, qui sont des entreprises individuelles à part entière. Donc le projet était de baisser le seuil d'assujettissement à la TVA à 25 000 € pour toutes les micro-entreprises, peu importe les secteurs d'activité. Et pour l'instant, cette modification, elle a été ajournée, annulée, on ne sait pas trop, mais en tout cas, elle n'est pas entrée en vigueur à date. Donc voilà, en tout cas, ce sujet sur les EI. Et bien sûr, je me permets, parce qu'on répond rapidement sur une question plus généraliste. Donc, bien sûr, si vous avez des sujets en tête plus précis derrière, n'hésitez pas à nous le mettre dans le chat, et puis même on peut vous apporter plus d'éléments dans nos réponses. Victor a parlé de TVA. Aujourd'hui, c'est l'impôt qui rapporte le plus au budget de l'État. Et sur la deuxième partie de la question, qui est la facture électronique, c'est notamment le sujet principal. Aujourd'hui, effectivement, vous le savez, les entrepreneurs doivent pouvoir, en fin de mois, faire la différence entre la TVA qu'ils ont pu collecter et puis la TVA qu'ils ont à déduire sur leurs achats. Et donc, l'État leur demande effectivement de collecter l'impôt pour eux. Et donc, la différence entre cette TVA collectée et à déduire, ils doivent le rendre aux impôts. Aujourd'hui, ça se fait de manière un petit peu artisanale. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'utiliser une facture électronique, d'utiliser des plateformes qui vont permettre de centraliser justement toutes ces factures. Et donc, ce qu'on va demander, c'est que toutes les entreprises, à partir de l'année prochaine,
en 2026, elle soit dans la capacité en fait de recevoir des factures électroniques. Donc les uns et les autres, lorsqu'on recevra notre facture de téléphone, d'assurance, etc., on devra être capable de recevoir cette facture électronique. Et puis, inversement, dans l'autre sens, on devra être en mesure de les émettre à partir de 2027 pour les différentes entreprises. Et ça, forcément, bah, ça va permettre d'assurer justement une comptabilité plus rapide, des déclarations de TVA plus rapides. Et donc, c'est tout l'enjeu ici pour l'État, en sachant que bah, typiquement, on a d'autres pays, hein, je pense par exemple à l'Italie, où c'est déjà des sujets qui sont actuels. Donc, effectivement, la bonne pratique pour les gens qui vont s'installer là dans les semaines à venir, tout de suite, équipez-vous d'outils performants. On a tout déjà qui existe pour être à l'aise au moment où effectivement cette réforme va arriver. Parfait, merci. Question suivante. Quelles sont les responsabilités du dirigeant et comment est calculée sa rémunération? Peut-être Victor. Très bonne question. Alors déjà, il faut peut-être distinguer la notion de responsabilité pour un associé pur et simple et un dirigeant. On peut très bien être actionnaire d'une société sans la diriger au quotidien. Et sur le patrimoine, sur la mise en jeu du patrimoine des associés, ça va vraiment être des cas de figure différents suivant la forme de la société. Donc typiquement, on a des sociétés type SARL ou SAS dont la responsabilité des actionnaires est limitée à la mise en capital. Donc c'est des sociétés plutôt protectrices pour les actionnaires. Et on a des sociétés plutôt type société civile et sociétés en non collectif qui vont plutôt engager de manière indéfinie le patrimoine des associés au-delà de la mise en capital. Ça, c'est le premier point, la responsabilité en tant qu'associé. Après, le dirigeant, donc au quotidien dans l'entreprise, peut lui aussi passer des actes qui peuvent demain engager sa responsabilité, qui peut être de deux ordres. Ça peut être une responsabilité civile à l'égard notamment de ses associés, s'il devait finalement causer un préjudice dans le cadre de ses fonctions. Il peut même se voir condamné à une faute de gestion qui peut avoir des incidences très très graves, puisqu'une faute de gestion dans le cadre d'une liquidation judiciaire peut entraîner l'action en comblement de passif. Donc ça veut dire que le dirigeant peut être amené à lui-même payer certaines parties des dettes de l'entreprise si elles font suite en fait à des malversations qu'il aurait commises. Et au-delà de ça, il peut avoir également une responsabilité encore plus importante, une responsabilité pénale, si vraiment des malversations ont lieu dans l'entreprise. On appelle ça souvent de l'abus de bien social. Donc s'il vient à détourner une partie des fonds de l'entreprise à son bénéfice personnel. Donc la responsabilité peut être lourde pour les associés aussi, en fonction de la typologie d'entreprise qu'on a en face de nous. L'autre question, c'est comment calculer la rémunération du dirigeant. Donc là aussi, c'est un cas de figure différent suivant la typologie de l'entreprise. Si on est en présence d'une entreprise individuelle, le dirigeant, c'est l'entreprise. Donc lui, il a une capacité à se rémunérer sur la totalité du résultat de la structure. Donc il n'y a pas de distinction entre le résultat de l'entreprise et sa propre rémunération. Dans l'autre cas de figure qui est le recours à une société, une SAS ou une SARL, le prélèvement de sa rémunération obéit à une décision d'associé. Donc ce sont les associés en assemblée générale qui valident le montant de sa rémunération. Donc en fonction bien évidemment de la santé financière de l'entreprise, il ne s'agit pas de mettre en péril la pérennité de l'entreprise. En tout cas, ce sont les actionnaires qui ont un pouvoir de contrôle sur la rémunération du dirigeant. Suivant le mandat social, si on est gérant d'une SARL, la décision est prise en assemblée, le virement de la rémunération est fait de compte à compte, sans autre justificatif comptable. Et enfin, si on est président d'une SAS, la rémunération fait l'objet d'un bulletin de salaire, comme un salarié classique, mais un bulletin spécifique pour un mandat social. Mais dans les deux cas, sous couvert de la validation de l'Assemblée générale des actionnaires de l'entreprise. Question 5. Quels sont les éléments clés à anticiper lorsqu'on devient associé, notamment en termes d'organisation, de répartition équitable du travail et des revenus? Bonjour Victor. Alors, ce sont des points importants, effectivement, et ça, en fait, ça fait appel à une notion importante dans le cadre d'une association, ce qui est un pacte d'associés. Parce que ces règles-là, elles n'ont pas vocation à forcément être traitées dans les statuts de la société.
Donc, il y a une possibilité de prévoir tout à l'avance, c'est ce qu'on appelle un pacte d'associés ou un pacte d'actionnaires, suivant la forme de la structure. Il y a des passages obligés. Il y a des passages obligés en termes d'information. Si je suis associé et non pas dirigeant, je peux avoir un intérêt dans mon pacte d'associés de prévoir une clause d'information quasi systématique pour que je sois vraiment au plus près du réel et que je puisse contrôler ce que fait le dirigeant. On peut aussi prévoir les règles de prélèvement et de calcul de la rémunération. Donc ça a du sens en fonction de la typologie d'actionnariat, si on est notamment à 50-50 avec un autre associé. Et dans ce cadre-là, il faut peut-être définir ce qui est un équivalent temps plein qui justifierait de la rémunération convenue dans le cadre du pacte d'associés. Donc au-delà des règles de rémunération, il y a des cas malheureux qui peuvent impacter toutes les entreprises. Donc, quand je parle de cas malheureux, c'est le décès, l'invalidité qui va toucher le dirigeant ou l'un des associés. Ça peut être aussi les cas de mésentente entre actionnaires qui entraînent une paralysie dans la structure. Donc, le pacte va pouvoir prévoir ces cas de figure-là et prévoir des solutions. Donc, les solutions seront, dans certains cas, des cas de sortie forcée, donc avec des évictions de certains associés qui sont à l'origine d'une mésentente. Et le pacte peut prévoir aussi la solution financière, c'est quelle est la valorisation de la société si on arrive dans un cas de figure aussi malheureux que ça, de quel prix on parle, est-ce qu'on est d'accord dès le démarrage sur la méthode de valorisation de l'entreprise. Donc le pacte d'associés, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler en amont de l'installation, qui n'a bien sûr de sens que si on est associé avec d'autres personnes, qui n'a pas de sens si on est seul. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de création de sociétés avec des associés, donc c'est un passage obligé. Vraiment, en plus des statuts, c'est quasiment indispensable aujourd'hui. Peut-être en complément de ce que vient de vous dire Victor, vraiment lorsque nous on rencontre plusieurs personnes qui viennent nous présenter leur projet de création de reprise, forcément on trouve que c'est riche, on est bien plus fort à plusieurs, c'est compliqué quand on est tout seul de maîtriser l'ensemble des compétences nécessaires, donc forcément c'est riche. Pour autant, tout de suite, on a un point d'alerte parce que les intérêts individuels peuvent être intérêts différents que l'intérêt collectif. Ce qu'on vit à un moment donné, ça peut être différent 3-4 ans après. Et donc là, c'est effectivement tout le travail que mènent Victor et ses collègues de pouvoir écrire le maximum de choses pour essayer au maximum de limiter le risque de mésentente entre les futurs associés. Ok, merci à tous les deux. Question suivante. Comment gérer les situations particulières comme un congé maladie, un congé parental ou le départ d'un associé? Et existe-t-il des alternatives au rachat des Ok, ouais, c'est bien. Ça donne un petit peu le corollaire de ce qu'est un événement malheureux dans une société. Et effectivement, ça arrive de temps à autre. Un congé parental, c'est positif. Tout à fait, tu as raison, c'est le faire. Du coup, ça appelle des notions à bien maîtriser qui sont essentielles. C'est la notion de prévoyance, parce que quand on parle de maladie, on va parler d'une absence dans l'entreprise, de prise en charge par les organismes de sécurité sociale, et pour couvrir un pouvoir d'achat suffisant pour le dirigeant qui est touché par une maladie, il est important d'avoir une prévoyance adaptée à son foyer familial, à son pouvoir d'achat, de manière à ne pas le mettre en danger de manière trop forte en cas de situation de maladie. Le corollaire de la prévoyance, c'est aussi de suspendre la rémunération versée par l'entreprise. Parce que si l'entreprise vient à payer, à maintenir la rémunération d'un dirigeant absent et en plus doit payer la rémunération d'un remplaçant, ça peut être une situation financière problématique pour l'entreprise. Donc attention à bien dimensionner la couverture prévoyance du dirigeant. Ensuite, un autre aspect qui peut être intéressant dans une entreprise confrontée à ce cas de figure-là, c'est une assurance homme-clé. Donc là, ça vise à couvrir la société qui touchera un capital si jamais un de ses dirigeants venait à être absent sur une longue période, le capital étant destiné à pouvoir pourvoir à son remplacement, donc à trouver quelqu'un et à l'embaucher. Autre aspect assurantiel, c'est une assurance croisée entre associés. Donc là où le sujet clé va être le rachat des parts de l'actionnaire. Donc décider le rachat, c'est une chose en soi. Après, trouver les fonds permettant financièrement de racheter ces parts-là, c'est une autre question. Et l'assurance croisée permet de trouver au moins pour partie
un capital permettant de financer ce rachat. Donc le fonctionnement est relativement simple, hein. Je vais souscrire une assurance sur ma tête au bénéfice de mon associé. S'il m'arrive malheur, mon associé perçoit un capital, charge à lui de racheter mes parts auprès de mes héritiers, auprès de mon représentant si je suis toujours vivant mais invalide. Donc ça permet financièrement de pouvoir supporter le rachat des parts. Et tout ça bien cadré dans le cadre du fameux pacte d'associés, donc de prévoir les cas de sortie obligée, sortie contrainte, donc si jamais on est dans cette situation d'absence prolongée. Donc attention à bien cadrer qu'est-ce qu'une absence prolongée. Parce que du coup, un congé maladie, un congé parental, on ne va pas être dans ce cas de figure-là, et ça ne doit pas entraîner le départ de facto d'un des dirigeants ou d'un des associés. Donc les points clés, c'est plutôt des absences de longue maladie, invalidité et malheureusement, effectivement, décès. Et je vais finir aussi sur un point, le rachat des parts, la sortie de l'associé, ce n'est pas une fin en soi. Il est tout à fait possible de maintenir comme associé des héritiers ou un associé qui n'est plus actif dans l'entreprise, mais ça va entraîner d'autres problématiques, un certain niveau de risque, puisque l'associé absent, du coup, bénéficiera à un droit sur des dividendes futurs, éventuellement à une prise de valeur de ses parts si jamais on ne distribue pas ces dividendes. Il pourrait lui-même être un blocage sur certaines décisions stratégiques dans l'entreprise. Donc, même si ce n'est pas une fin en soi de racheter les parts de son associé absent, dans les faits, on en vient souvent quand même à entraîner le départ de l'actionnaire concerné par cette typologie d'événements. J'espère avoir un peu répondu à cette question. Ça va l'air. Question 7. Quelles sont les différences entre auto-entreprise, micro-entreprise et entreprise individuelle? Je cumule plusieurs emplois. Quel est le statut juridique et le régime fiscal les plus adaptés à ce cas de figure, Silver? Donc là, effectivement, la micro, l'auto, l'entreprise individuelle, c'est des questions régulières que l'on a. Effectivement, c'est pas forcément très précis dans le discours de tout le monde. Ce qu'il faut bien entendre, c'est que on a deux choix en vérité lorsque l'on crée son entreprise. C'est soit utiliser une entreprise individuelle, où là, le patrimoine de l'entreprise et le patrimoine du dirigeant sont confondus. Et le deuxième choix, c'est d'aller créer une société. Victor va revenir sur la société, notamment avec le grand distinguo entre SARL et SAS. Du côté de l'entreprise individuelle, la chose qui se passe, c'est qu'on a deux choix. Soit on peut effectivement être au réel, donc ça c'est la forme historique d'entrepreneuriat qu'on connaît en France, c'est lorsque vous voyez le nom et le prénom du dirigeant sur l'entreprise. Et effectivement, une entreprise au réel, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va prendre le chiffre d'affaires, on va enlever les charges, et sur ce qu'il va rester, c'est là où on va calculer la rémunération du dirigeant et son impôt. Et effectivement, la grande forme qui a émergé ces dernières années, c'est la notion de micro, auto-entreprise. Tout ça, c'est exactement la même chose. Et qu'est-ce que c'est que la micro-entreprise? C'est deux choses en vérité. C'est l'option du micro-social et l'option du micro-fiscal. Qu'est-ce que c'est que ces options-là? C'est plutôt que d'être au réel et de calculer réellement ce que l'on gagne et d'appliquer des taux sur vraiment ce que l'on gagne, on va directement faire beaucoup plus simple et seulement appliquer un taux sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Après, ça sera au dirigeant de considérer si le taux général qu'on applique sur ce chiffre d'affaires, il est pertinent ou pas. Donc aujourd'hui, la micro-entreprise, c'est la même chose. Ce sont des entreprises individuelles, juste qui ont un régime particulier pour calculer les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu. Et il est tout à fait possible de basculer, et d'ailleurs on en a de nombreuses personnes, de commencer en micro-entreprise et puis à un moment donné se dire le taux de cotisation il est trop fort d'être comme ça sur un pourcentage de chiffre d'affaires. Mon entreprise a grossi et donc je vais basculer vers un régime réel qui impliquera un peu plus de frais puisqu'effectivement il faudra faire une comptabilité pour voir exactement ce que la personne a gagné, mais ça sera plus opportun dans le temps. À l'origine, et donc là je reviens sur la deuxième question, vraiment la philosophie de l'État lorsqu'ils ont vraiment accéléré sur ce régime de l'auto-entreprise, micro-entreprise, c'est de se dire on va inciter les gens effectivement à venir se déclarer correctement
si ils ont une activité complémentaire, une activité en parallèle d'une activité soit salariée, soit des étudiants qui veulent travailler, j'en sais rien moi, deux jours par semaine en plus de leur statut étudiant, voire des personnes à la retraite qui voudraient aussi avoir une activité complémentaire. Donc vraiment, ce régime, il a plutôt été poussé dans l'optique de se dire ça va être un revenu complémentaire. Alors forcément, on a aujourd'hui certain nombre de personnes où la micro-entreprise, c'est leur activité à temps plein, mais bien souvent, les revenus qu'on peut dégager complètement sur ce type de cas de figure est parfois insuffisant, et c'est pour ça que un certain nombre, après, font la bascule vers d'autres régimes, soit au réel ou soit vers la société par la suite. Et peut-être pour compléter sur le cumul de plusieurs emplois, on a parfois des cas de figure où on a des dirigeants qui sont par ailleurs salariés sur des postes qu'ils n'entendent pas quitter et qui ont juste une activité complémentaire qui s'apparente plus à de l'investissement plutôt qu'une réelle activité qui va leur demander beaucoup, beaucoup de temps. Donc dans ce cadre-là, quand le recours à une société est nécessaire, il faut plutôt leur conseiller de partir sur une SAS de manière à avoir une harmonie de statut social le cas échéant. C'est-à-dire que si jamais ils font l'option, ils font le choix de créer une SARL, ils vont se retrouver à la fois salariés sur le principal de leur rémunération et se retrouver TNS sur un mandat de gérant générant peu de revenus. Donc on va générer des cotisations sociales qui sont versées à perte, qui n'auraient pas trop de sens. Donc parfois dans ce cas de figure-là où le statut de salarié va demeurer, le statut en SAS sera plus logique, donc avec derrière plutôt une rémunération via le prélèvement de dividendes plutôt qu'une réelle rémunération du mandat social. Quand tu dis TNS, c'est travailleurs non salariés. Tout à fait. Le TNS, on va revenir tout à l'heure. Le TNS, c'est le gérant majoritaire d'une SARL, ou c'est également l'entrepreneur individuel. Il obéit en fait au régime des travailleurs non salariés, avec pour les micro-entreprises effectivement des calculs de taux et de cotisation différents qu'un gérant. Ok. Il y a deux questions, mais on va peut-être avancer pour être sûr d'être dans les temps pour traiter tout et on reviendra sur les questions si on est bon. Là, il nous reste une demi-heure. Ok. Question 8. Le portage salarial, bonne ou mauvaise solution pour démarrer? C'est le vert. Donc, j'en profite pour vous le dire, en vérité, vous êtes tous des cas spécifiques, particuliers. Donc, en fait, la réponse et le format le plus adapté dépend de chaque personne. Donc, ce n'est pas parce que les deux autres personnes qui sont à côté de vous font ce choix que c'est forcément le meilleur pour vous. Il faut regarder individuellement. Le portage salarial, c'est une solution effectivement que je recommande assez régulièrement. Eh bien, je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait s'installer soit en entreprise individuelle, soit en société. Le choix aussi qu'on a pour l'instant, c'est lorsqu'on est encore un peu hésitant, c'est de rester salarié et d'utiliser le portage salarial. Donc là, on va utiliser une entreprise de portage qui, pour nous, effectivement, va facturer directement le client final. Va encaisser effectivement le produit de notre travail, va prendre des frais administratifs et avec ça va nous faire un bulletin de paye. Donc là, on reste sous un statut salarié. Typiquement, c'est des choses que l'on voit beaucoup dans le domaine du conseil, des consultants et autres. Et effectivement, lorsque l'on est en phase de création, qu'on n'a pas forcément une très grande visibilité, soit parce qu'on recherche peut-être un autre emploi salarié par la suite, soit parce qu'on ne sait pas exactement si on a le potentiel suffisant de chiffre d'affaires pour se rémunérer, ça peut être un bon moyen pour tester et à moindre coût et voir la viabilité de son projet. Question 9. Est-ce que le choix du statut de société dépend de la situation du porteur de projet? Et quel est le meilleur statut pour démarrer une entreprise unipersonnelle, EURL ou SASU ou EI? Quels sont les critères de choix entre ces statuts? Victor? Alors, c'est une question qui est vaste. Alors, la situation du porteur de projet, c'est effectivement un des facteurs, mais ce n'est pas le seul. Donc, je pense qu'il y a un ensemble de facteurs qui va se vérifier dans à peu près tous les cas de figure. La première question à se poser, c'est quelle est ma typologie d'activité, dans le sens où est-ce qu'elle engrange des risques par les investissements que je vais devoir faire? Est-ce que j'ai besoin de trouver des fonds, donc notamment par des emprunts? Est-ce que mon business, il est sûr ou variable? J'entends sûr, typiquement, si je suis profession libérale, profession de santé, on va être sur une activité qui est plus sécure qu'une entreprise purement commerciale.
où on a une incertitude quand même sur le chiffre d'affaires. Donc, en répondant à cette première question, on va définir si effectivement la micro-entreprise, l'entreprise individuelle va être adaptée, ou plutôt aller sur une société parce que mon business demande plus d'investissement et est plus incertain. Ça, c'est la première notion, c'est quelle est mon activité demain. Après, deuxième notion importante, c'est est-ce que je m'associe? Si je m'associe, bon, le choix est vite fait, l'entreprise individuelle ne va pas être possible, je vais devoir trouver une société, recours à une société pour pouvoir m'associer. Donc c'est un deuxième critère hyper important. Après, quand on parle de situation personnelle du dirigeant, c'est regarder quels sont ses revenus actuels, quels sont ses revenus à venir, espérés dans le cadre de l'activité, pour déterminer la fiscalité adéquate de l'entreprise. Est-ce que l'environnement de l'impôt sur le revenu, donc entreprise individuelle, va être plutôt adapté, ou est-ce qu'il faut plutôt opter à l'impôt société, où là, ça va être plutôt une SRL ou une SAS qui va permettre de distinguer fiscalité de la société sur son résultat et fiscalité de moi dirigeant uniquement sur mes prélèvements de rémunération. Ce qui permet de lisser mon impôt, mes charges sociales, et de mieux piloter mes revenus. Après, quatrième critère, c'est mon patrimoine. Est-ce que j'ai un risque de mise en jeu important de patrimoine, donc, qui militerait plutôt pour le recours à une société avec une mise en capital social qui serait uniquement la prise de risque que je prends. Après, un critère qui est tout bête, mais c'est aussi mon état de santé. Est-ce que mon état de santé me permet d'aller vers le statut TNS qu'on développera tout à l'heure, qui permet d'avoir effectivement un coût social beaucoup plus moindre qu'un statut salarié? Et à contrario, si j'ai eu des pépins de santé très importants, je ne vais peut-être pas avoir le choix que d'être travailleur assimilé salarié de manière à pouvoir bénéficier d'une couverture prévoyance collective et non pas individuelle en fonction de mon cas, qui serait beaucoup trop coûteuse, voire impossible à mettre en place. Et puis le dernier critère de choix, c'est quelle est ma situation à l'égard de France Travail, puisque le traitement par France Travail est différent suivant la catégorisation de mon mandat social. C'est un peu moins vrai ces derniers temps, puisque, comme le disait Silver, France Travail a eu tendance à un peu réduire la voilure et cantonner le montant des aides, de manière à ce que ça corresponde plus ou moins au capital, mais c'est un des facteurs à prendre en considération. Donc voilà, le choix est vraiment multiple. Pas une question à se poser, il y en a 6, 7, il y en a peut-être encore plus. Et quand on est en démarrage unipersonnel, il y en a peut-être un peu moins, mais il faut faire quand même le choix clair entre une société, une EI, et parmi les sociétés, une SAS ou une URL. Donc, et on va voir après, le grand choix entre SRL va être le statut social attaché au mandat. Ok, merci Victor. Comment minimiser les coûts de création? Ça pas trop cher. Alors, je dirais plus minimiser. En fait, il faut surtout qu'il soit correctement adapté au dimensionnement du projet. Je prends un exemple. Je travaille avec des personnes actuellement sur un prévisionnel. On a travaillé sur l'étude de marché, donc on voit à peu près quel est le chiffre d'affaires qui va être possible de faire sur la première année. Et ben, en fonction de ça, on sait que les frais commerciaux, il va falloir qu'ils soient limités parce qu'on n'aura pas suffisamment aussi de ressources pour faire en sorte que on puisse se rémunérer, payer nos charges, etc. Et donc, j'ai envie de dire, plutôt que les minimiser, il faut qu'ils soient justement adaptés au projet. Et parfois aussi, ce qu'on peut rencontrer dans les personnes, c'est qu'effectivement, il y a certaines personnes qui font plutôt tout au rabais en se disant, ben voilà, ça, au moins, si je mise peu, je ne peux pas perdre grand-chose. Ce qu'on constate aussi, malgré tout, c'est que d'un point de vue statistique, c'est que les entreprises qui empruntent le plus, sont aussi les entreprises les plus pérennes. Parce que forcément, l'enjeu est plus important, on y met plus d'énergie, etc. Et votre outil de travail, si effectivement, j'en sais rien, vous êtes artisan et que vous avez besoin d'avoir des machines qui soient performantes pour bien travailler. Donc oui, il faut faire attention. En tout cas, il faut que ça soit juste vis-à-vis des ressources qu'on peut générer, mais il ne faut pas non plus faire au rabais.
pour compléter aussi ce que dit Sylvain, on voit aussi pas mal de services en ligne possibles pour créer une. Il faut être assez vigilant quand même là-dessus, notamment quand vous êtes associé avec quelqu'un, parce que il y a quand même les créations, c'est du sur-mesure, c'est adapté à votre cas de figure, et du coup, rien n'en remplacera le bon conseil pour la répartition du capital, pour vraiment les mésententes à prévoir en avance. Donc faites attention aussi à ça, et il faut savoir mettre tout de suite les frais adaptés pour être protégé demain et éviter des catastrophes. Question suivante. Sous quel statut dois-je me mettre pour limiter les frais sur ma rémunération? Que dois-je prévoir comme couverture sociale si je ne suis pas employé? On en vient donc à la notion de TNS dont on parlait tout à l'heure, le statut social adapté à mon mandat de gérant. Le statut qui permet, on va dire, la cotisation possible, c'est le statut travailleur non salarié. Donc le statut TNS, il est ouvert, comme je disais tout à l'heure, aux gérants majoritaires d'une SARL. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a quand même entre 80 et 19% de nos clients qui sont sur ce statut-là, tout simplement parce qu'il est beaucoup moins coûteux. Pour faire simple, pour faire comprendre pourquoi il est moins coûteux, c'est que par rapport à un salarié ou un assigné salarié qui est le président d'une SAS ou le directeur général d'une SAS, on n'est pas, en tant que TNS, on est indépendant, on n'est pas salarié. Donc on fait une croix sur toutes les cotisations. Donc je simplifie, tous les ne sont pas aussi simples que ça, mais pour vous donner un ordre d'idée, on va être sur une différence de coût entre 15 et 20% à rémunération équivalente entre un TNS et un travailleur assimilé salarié. Ce montant-là, il est d'autant plus important plus on atteint des niveaux de rémunération confortables, parce qu'on a un phénomène de TNS qu'on a moins en tant qu'assimilé salarié. Donc voilà, il n'y a pas le statut plus économique, c'est le statut de gérant majoritaire, avec aussi des contraintes. Il y a des contraintes sur la notion de dividende qui sont taxées différemment qu'en SAS, mais quand on est créateur d'entreprise, la notion de dividende, c'est très bien, on le souhaite, mais ça passe plutôt dans un second plan. Sur la deuxième question, c'est qu'est-ce que je dois faire comme couverture si je suis plus salarié? Donc effectivement, le statut TNS est plus économique, il est légèrement moins protecteur, donc il est important de mettre en place ce qu'on appelle des complémentaires. Les complémentaires, elles visent à vous protéger sur 3 sujets différents. C'est la prévoyance, c'est la de votre absence, de votre pouvoir d'achat journalière que vous allez percevoir. C'est la notion mutuelle aussi, pour des frais de terre, etc. Donc ça, c'est vraiment à adapter en fonction de votre situation perso et aussi la situation de votre famille, puisque vous pouvez également y inclure les membres de votre famille. Et la notion, c'est la retraite, où le régime de base, c'est une chose, mais si on veut avoir une retraite un peu plus importante, un peu plus protectrice, donc il faudra également mettre une complémentaire retraite. Mais même en incluant ces aspects-là de protection complémentaire, le différentiel de coût entre les deux statuts est nettement en faveur du TNS. Parfait. Il nous reste 20 minutes. Souhaitant m'installer en agriculture, vaut-il mieux reprendre les parts de l'ERL filiale ou créer ma propre structure? Voilà. Alors, c'est un peu embêté, parce que le domaine agricole, c'est le seul domaine qu'on ne suit pas. Du coup, je vais répondre à la question plutôt l'angle général, est-ce qu'il vaut plutôt mieux reprendre ou créer? Chez les Cinceaux, mais je pense qu'il y a beaucoup aussi de conseillers, mais très pro reprise. Plus cher et c'est plus rapide. Alors, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est vrai que la reprise permet d'une part d'obtenir d'acheter du matériel pour sa valeur d'usage et non pas pour sa valeur neuf, qui demanderait un investissement plus important. Ça nous permet d'entrer sur une société avec un carnet de commandes en cours et donc d'aller beaucoup plus vite sur le développement de mon chiffre d'affaires. D'avoir suivant aussi suivant les activités, une clientèle parfois peu valorisée, et ça c'est vraiment le cas sur le monde de l'artisanat, sur les petites entreprises où on sait que la clientèle est beaucoup attachée à la personne du dirigeant, donc elle se valorise
Ça permet aussi à des salariés qui connaissent leur métier, qui permettent de traiter un volume beaucoup plus important tout de suite. Et puis, enfin, si ça peut finir de convaincre l'auditeur, c'est que les statistiques en termes de pérennité sont nettement plus favorables pour des reprises d'entreprises existantes plutôt que pour des créations. Et d'autant plus dans une sphère familiale. Donc là, pour répondre à la question, je serais effectivement plutôt partisan de la reprise de l'EARL familiale. Sylvia, tu veux compléter ou c'est bon? C'est très bien ce que vous parfait. dites, Victor, mais en fait, c'est une question aussi plus philosophique, à savoir qu'est-ce que la personne veut faire, c'est quoi son projet de vie, hein. Et c'est là-dessus aussi qu'il faut s'interroger. Question 13. Quelles sont les étapes et les documents nécessaires pour créer une SASU? Peut-être. Oui, la première des choses, c'est d'avoir pour créer une SAS des statuts. Parce que même si c'est une société unipersonnelle, on a un contrat de société qu'on appelle des statuts. Deuxième point, il faut avoir une banque. Alors, même si vous n'avez pas de financement sollicité, il faut qu'il y ait un compte bancaire ouvert pour réceptionner votre mise en capital. Donc, ça peut démarcher un ou plusieurs partenaires, voir lequel sera le plus adapté. Au-delà de ça, suivant la type d'activité que vous voulez faire, il faut vérifier que vous avez bien la compétence pour le faire. Alors, je ne vais pas juger vos compétences concrètement, mais réglementairement, certaines activités sont réglementées, justement, et on ne peut pas les faire sans avoir de diplôme ou d'expérience professionnelle. Donc, c'est déjà un préalable, c'est de savoir si mon passé me permet d'exercer ce métier. Après, une fois que ces aspects sont liés, il faut savoir où je vais baser le coût de mon entreprise. Vous déterminez où sera mon siège social, obtenir un titre permettant de fixer le siège social sur place. Un point important aussi parfois qui n'est pas spécialement vérifié, c'est est-ce que le nom que j'envisage pour ma SASU est disponible? Est-ce que je ne vais pas porter concurrence, atteinte à un confrère qui fait la même chose un petit peu plus loin? Donc attention à bien vérifier, notamment sur le PI, si le nom est disponible. Il faut être libéré de vos fonctions, parce que si vous avez un statut SASU et vous envisagez de créer votre entreprise, il faut bien que votre vous libère d'obligation. Et une fois que tout est réglé, que les statuts et l'ensemble des documents nécessaires à la création de la société sont préparés, sont signés, du coup, vous pouvez procéder aux formalités d'immatriculation qui sont malheureusement de plus en plus complexes, à l'inverse de ce qui était au gouvernement. Il paraît un peu plus complexe d'obtenir son sésame, son extrait cabis. Il faut passer sur le guichet de l'INPI. Voilà un petit peu les différentes pour créer ma SAS. Merci Victor. Est-ce pertinent possible de créer une SNC quand on exerce une activité de location meublée? Toujours Victor. Oui. C'est un point qui va être fiscal, exclusivement fiscal. Alors c'est possible, oui, c'est pertinent, parfois. Mais on va dire majoritairement, ce n'est pas pertinent. En fait, la location meublée, c'est une activité fiscalement commerciale. Donc il faut avoir une société, une entreprise commerciale pour l'exercer. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit une société à l'impôt société, donc une SARL, une SAS, qui n'a pas d'intérêt fiscal important, puisque l'attrait du meublé, c'est d'être dans un environnement à l'impôt sur le revenu permettant de constater comptablement un amortissement qui vient déduire tout ou partie de mon résultat, qui vient limiter le montant de ma fiscalité tout au long de mon activité. Donc, environnement impôt sur le revenu nous dit que il faut entre une entreprise individuelle si je suis seul, une SARL de famille si je suis dans un projet exclusivement familial, il ne peut pas y avoir d'associés tiers, et si enfin j'ai un projet avec d'autres personnes que les membres de la famille, la SNC, parce que c'est une société commerciale constituée entre des personnes tierces, qui a quand même deux implications qui sont plutôt néfastes. C'est le fait que chaque actionnaire de la SNC a un statut de commerçant, donc va générer des cotisations sociales tous les ans, possiblement si le résultat il est proche de zéro, donc on vient payer des cotisations pour le pot commun. Deuxième aussi incident, c'est qu'en SNC, votre responsabilité est illimitée. Donc, mise en jeu possible de votre patrimoine si jamais le projet
il est mal indiqué, on a un financement bien plus important que notre entrée de loyer. Donc c'est possible, mais on le rencontre peu. Et si on a un projet qui est tout seul ou en couple, le recours à l'entreprise individuelle au régime réel étant d'avoir une comptabilité est le recours le plus important. Ok. Question 15, il nous reste un petit quart d'heure. Quels sont les pièges à éviter avant de se lancer en freelance? Alors, freelance est un terme juridique qui n'existe pas chez nous en France. Euh, euh, Concrètement, ça peut décrire plusieurs choses. Ça peut être une personne qui justement est en portage salarial, ça peut être une personne qui est en micro-entreprise, ça peut être une personne qui est en entreprise individuelle au réel, ça peut être une personne qui est en société. Surtout, ce que ça veut dire dans notre esprit, ben, c'est une personne qui travaille seule et dans laquelle on imagine effectivement qu'il y a des frais qui sont plutôt limités. Le juge de paix, pour savoir parmi toutes ces formes juridiques, quel sera le meilleur modèle, quelle sera la meilleure forme juridique à adapter, c'est de faire un prévisionnel financier. Et effectivement, si on revient aux étapes de la création d'entreprise, la première des étapes, c'est l'adéquation de projet, avoir une idée. Ensuite, on va faire une étude de marché et cette étude de marché, elle va permettre de déterminer le chiffre d'affaires potentiel qu'on va pouvoir réaliser. À partir de là, on va pouvoir faire un prévisionnel financier et c'est seulement avec ce prévisionnel qu'on pourra choisir effectivement quelle est la forme juridique la plus adaptée. Donc, pour illustrer, il m'est arrivé d'avoir une personne avec qui effectivement on s'est rendu compte qu'il y avait peu de visibilité sur le chiffre d'affaires et donc on s'est dit la micro-entreprise c'est le plus adapté. La personne pendant 3 ans elle est restée en micro-entreprise parce qu'effectivement les seuils n'étaient pas dépassés, etc. Voilà, ça permettait de faire l'étude de marché, de savoir quel allait être le rythme de croisière. Et puis 3 ans après, on s'est rendu compte que effectivement une société, une personnelle, c'était le rythme qui allait être le plus adapté. Donc ce qu'il faut se dire également, c'est que tout ce que Victor vous a décrit jusqu'à là, ça peut évoluer aussi au fur et à mesure du temps, ces formes juridiques. Mais le juge de paix restera le prévisionnel financier qui va être le dimensionnement en fait, du projet. Question 16. Quel statut choisir quand on entreprend seul dans le e-commerce? Et donc là, en fait, c'est le même sujet, j'ai envie de dire. On peut effectivement se dire sur du e-commerce, on va avoir une activité complémentaire qui va nous occuper 5 à 10 heures par semaine, sur lequel on va peut-être générer 10 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année. Et donc là, oui, la micro-entreprise, ça sera le régime le plus adapté, mais pour déterminer ces 10 000 euros-là, il faudra faire un prévisionnel financier. Comme on peut se dire, sur du e-commerce, on est sur des volumes très importants, avec des enjeux peut-être aussi d'importation de produits étrangers, etc. Et donc là, surtout, nous, on conseillera à la personne de s'installer sous un régime de société pour se protéger et optimiser la fiscalité. Donc, à voir en fonction du dimensionnement du projet. Question 17. Quel statut choisir pour la holding de reprise? Alors là, on est sur une thématique effectivement de reprise et non pas de création. Alors, pour bien situer ce qu'est une holding de reprise, c'est une société que je crée en vue d'emprunter pour moi et de racheter la société cible que je vise. Donc, c'est une structure, on appelle ça un montage LBO de reprise, donc qui passe par la création de cette typologie de société. Il y a 3 possibilités pour créer une société holding. La première, et on va l'écarter dans la plupart des cas, c'est le recours à une société civile. Société civile, elle peut avoir une activité de détention de participation, de détention d'autres sociétés, mais par contre, on ne pourra jamais générer de chiffre d'affaires commercial, donc elle ne pourra jamais facturer une redevance à ses sociétés filiales et rémunérer son dirigeant avec ce flux-là. Autre contrainte, c'est que la responsabilité de l'actionnaire de la société civile est indéfinie. Ce qui veut dire que si j'emprunte pour acheter une boîte 500 000 euros, que la cible se révèle finalement être une société en difficulté, du coup, possiblement, l'emprunt de 500 000 euros que j'ai contracté à la banque va devoir être remboursé sur mes deniers personnels. Donc la société civile, pour en racheter une autre, c'est, à mon sens, trop risqué. Deuxième possibilité, on crée une SAS. Ça peut avoir parfois du sens,
notamment quand le dirigeant n'entend pas se rémunérer sur la société holding. Donc, sous-entendu, il se rémunère sur la société filiale qui serait, le cas échéant, une SARL bénéficiant pour moi du statut TNS. Ce cas de figure-là, on le retrouve effectivement un peu moins quand même, puisque la S-Holding ne va pas facturer de chiffre d'affaires commercial à sa société filiale et du coup ne va pas bénéficier pleinement du taux d'impôt société réduit. Que le taux d'impôt société, il est de 25%, mais il est de 15% dès lors que je ne dépasse pas 42 000 € de résultat. Donc, c'est un peu dommage de ne pas avoir de chiffre d'affaires, de résultats d'exploitation sur ma société holding en vue de bénéficier de ce taux réduit, qui fait quand même une économie de l'ordre de 4 000 € l'année. Donc, on en vient finalement à la dernière solution qui est de recourir à une SARL. Donc, le schéma classique qu'on retrouve dans le cas d'une reprise, c'est une SAS filiale rachetée, une SARL holding qui me rémunère. Je facture une redevance qu'on va appeler rémunération à ma société filiale, donc, ce qui me permet de payer mes cotisations, de payer ma rémunération du travail, et puis générer du résultat d'exploitation permettant de bénéficier de l'IS, l'impôt sur société réduit. Donc c'est le cas de figure le plus opportun, le plus classique, mais encore une fois, des fois il y a des cas très très spécifiques, très exotiques, qui vont militer pour une holding SAS, mais voilà, cas de figure le plus rencontré, holding SARL, filiale SAS. Parfait. Avant-dernière question. Je suis sur une reprise. Mes questions concernent la fiscalité de la holding soumise ou non à la TVA. Quelles sont les différences notables? A-t-on intérêt à refacturer des redevances de management fees ou remonter des dividendes au niveau de la holding? Oui, eh bien, très bien. La question elle est directement en lien avec celle d'avant. Donc, effectivement, si ma holding n'est pas, entre guillemets, activée, c'est-à-dire que je ne facture pas de redevances de conseil, même de rémunération de ma société filiale, du coup, la société ne sera pas dans le champ de la TVA. Donc, elle ne pourra pas récupérer la TVA qu'elle va supporter sur ses frais de fonctionnement. Donc, il y a une déperdition fiscale à ce titre-là. Donc, c'est déjà la première des choses à connaître. Après, a-t-on un intérêt à facturer des redevances? Dans la plupart des cas, c'est oui. Donc, ça revient à activer ma société holding, bénéficier de l'impôt réduit, comme je l'ai dit. On va de moins en moins parler de redevances de management fee, mais de plus en plus de rémunération de présidence, puisque si la société filiale est une SAS, elle peut directement avoir comme dirigeante, comme présidente, ma société holding. Dans ce cas-là, c'est un montage un peu plus simple fiscalement, où on vient rémunérer la personne morale et non pas calculer des redevances commerciales qui peuvent parfois être un peu complexes à justifier. Et enfin, sur les dividendes, donc les dividendes, ils sont remontés après le résultat constaté sur la société filiale, donc après paiement de l'impôt. Les dividendes ne sont pas fiscalisés lorsqu'ils remontent sur la société holding. Il y a des régimes d'intégration fiscale ou des régimes Murphy qui viennent s'appliquer. Mais en tout cas, retenez qu'on ne pourra pas être sur un schéma de 100% redevance, 0 dividende, ou 100% dividende et 0 rémunération ou redevance. Ayez en tête que la redevance versée mensuellement vise plutôt à rémunérer le travail du dirigeant, et les dividendes vont plutôt avoir tendance à honorer un emprunt de rachat, donc une échéance bancaire à honorer. Donc tout ça dans des considérations fiscales d'optimisation de la fiscalité de mon groupe de sociétés. Il ne faut pas raisonner sur 100% systématiquement. Ok, dernière question. Je suis artisane en création de jeux jouets en bois. Quelle forme juridique est la plus adaptée à mon activité? Je fais construire mon futur atelier de fabrication. De ce fait, comment protéger mon patrimoine personnel et optimiser ma fiscalité? Sylvain. Oui, donc quand je vois cette question, donc moi le premier élément que je vois, c'est que je fais construire mon futur atelier de fabrication. Tout de suite dans mon esprit, ça implique un local, ça implique des aménagements, ça implique un outil de travail. Donc forcément dans mon esprit, ça implique en fait un besoin d'investissement initial qui est important. Si effectivement l'investissement initial est important, très certainement que la forme juridique la plus adaptée, ça sera d'aller vers une forme sociétale, vers une société.
Après, comme vous l'a dit Victor, aujourd'hui, nous, on constate que dans la majorité des cas, le statut de SARL, parce qu'il est plus rémunérateur qu'un statut de SAS, est plutôt à privilégier. Pour autant, le sujet principal, c'est qu'il faut regarder la situation individuelle de la personne, quels sont ses projets à venir, comment la personne se situe vis-à-vis de France Travail, est-ce qu'il y a des droits France Travail ou non. Et donc comme ça, de base, on a plutôt envie de se dire, effectivement, il faudrait utiliser une SARL, mais surtout là, on a envie de se dire, il faut qu'on continue à creuser ce sujet, qu'on aille plus loin. Et encore une fois, vraiment dans la démarche, c'est se dire, finaliser l'étude de marché, quel va être le chiffre d'affaires potentiel, travailler sur le prévisionnel financier, et seulement là, vraiment, ça doit être la dernière question qui vous interroge, trouver quelle est la forme juridique la plus adaptée pour le projet. Parfait. Donc là, ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre un peu de temps pour les questions. La première question, micro-entreprise, c'est le nouveau nom d'auto-entreprise? Oui, effectivement, c'est le nom qu'aujourd'hui on utilise davantage progressivement. Je pense que le terme d'auto-entrepreneur va amener à disparaître, mais il y a encore effectivement un flottement à ce sujet. Mais dans tous les cas, c'est la même chose aujourd'hui. Dans le cas d'un congé parental maternité, c'est par rapport à la question 6, c'est donc un contrat de prévoyance qui doit couvrir un revenu, car l'entreprise ne fournit plus de revenus à l'associé concerné durant la période d'absence. Quid de la reprise progressive? La répartition du revenu entre associés doit se décider entre associés? Oui, c'est un peu tout ça. Alors, en cas de congé, effectivement, la prévoyance complémentaire va verser des sommes et le régime général va verser également des sommes. Donc, le but de la prévoyance complémentaire, c'est en raisonnant sur la somme des deux, d'avoir finalement une somme me permettant de vivre mensuellement pendant mon absence. Après, le fait de savoir si l'entreprise va rémunérer ou pas l'associé pendant son absence, parfois ça peut être le cas parce que c'est mal prévu initialement. Si c'est mon gérant majoritaire qui est absent, vu qu'il est majoritaire, c'est lui qui décide de ce qui se passe dans la société en termes de rémunération. Donc s'il est absent, on peut se retrouver dans une situation de cumul entre des IJ, des indemnités journalières versées par la complémentaire et le régime général, mais aussi un cumul avec la rémunération de l'entreprise puisqu'il fait le choix volontairement de ne pas la suspendre. Donc effectivement, ce sont les associés qui doivent le prévoir, et idéalement le prévoir initialement dans le cadre du pacte, et pas s'en rendre compte après coup qu'il y a un trou dans la raquette. Je vous rassure, la plupart des gens voilà, sont plutôt honnêtes dans la gestion de leur entreprise, et ça ne pose habituellement pas de difficulté, mais faire attention à ce cas de figure-là. Et sur la reprise progressive, c'est effectivement une possibilité à prévoir entre associés, de savoir effectivement si c'est un retour à temps partiel puis à temps complet. Ça, c'est effectivement à la main des associés. Ok. Une autre question. Qu'en est-il du statut des gérants égalitaires et des cotisations salariales? Oui. Un gérant égalitaire, socialement, est assimilé à un gérant minoritaire. Ça veut dire que si je suis en SARL avec plusieurs associés, je suis gérant en détenant 25% des parts ou en détenant 50% des parts. Dans les deux cas, je suis assimilé salarié. Attention, je ne l'ai pas dit, mais en termes d'appréciation de la gérance majoritaire, on apprécie cette notion-là de manière collective. Ce qui veut dire que si j'ai deux gérants dans ma société détenant chacun 30% du capital, mais à deux 60%, ils forment une cogérance majoritaire. Donc les deux bénéficient dans ce cas-là du statut TNS. Ok. Une dernière question peut-être. N'ayant pas de vision claire sur le prévisionnel financier, recommandez-vous la micro-entreprise? Deux activités sont concernées, coaching professionnel et conseil en gestion de patrimoine, sachant que je commencerai à toucher le chômage en juin 2026 après 6 mois de carence. Du coup, je veux bien répondre à Anne. Je pense qu'il y a deux choses. C'est effectivement la micro-entreprise, puisqu'il y a très peu de frais de fonctionnement pour la faire vivre tout au long d'une année. C'est un outil formidable justement pour faire son étude de marché et puis déterminer après par la suite quel peut être le chiffre d'affaires que l'on peut abriter. La deuxième réponse que je ferai à Anne, c'est que vous êtes tous des cas spécifiques.
avec des enjeux qui sont non neutres, hein. Je pense que Victor a essayé de vous alerter là-dessus. Donc surtout, moi, le message que vous pouvez retenir, c'est que l'expertise comptable, c'est une profession réglementée qui fera que toujours, en fait, on fera un premier, un deuxième rendez-vous gratuitement avec vous. Et donc là, mon conseil, c'est aller rencontrer un cabinet d'expertise comptable, on pourra vous conseiller là-dessus. Et s'il s'avère qu'effectivement la micro-entreprise, c'est le meilleur des choix, on vous le dira. Donc ne passez pas à côté effectivement de ce conseil individualisé, quoi. Entreprise individuelle à l'IS, comment puis-je optimiser pour ne pas payer d'impôts sur les sociétés? Yes. Tamara. Malheureusement, il n'y a pas de miracle. Pour ne pas payer d'IS, il faut faire un résultat zéro. Donc, comment faire un résultat à zéro? Soit l'activité n'est pas très bonne, soit vous jouez sur votre rémunération et vous prélevez plus de rémunération pour arriver à un résultat à néant. Le problème, c'est plus ma rémunération va être élevée, plus je vais payer d'impôts sur le revenu aussi. Donc, ce n'est pas forcément un objectif en soi de ne pas payer d'impôts société. Il faut faire un juste arbitrage entre ma situation perso, mon impôt, mes cotisations sociales et l'impôt que verse la société, en ayant en tête que l'impôt est réduit à 15% jusqu'à 42 000 euros de résultat. Écoutez, merci à tous. Vous allez recevoir le replay de cette émission très prochainement, dans la journée ou plus tard demain, avec un questionnaire de satisfaction que nous vous remercions de remplir pour pouvoir nous aider à optimiser ces émissions. Également, cette émission sera disponible sur les podcasts, sur toutes les plateformes actuellement accessibles en France et ailleurs. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite un bon appétit. Merci à nos intervenants. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.